Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Bibliothèque Idéale. Et aujourd'hui, pour répondre à ces 20 questions pour constituer petit à petit votre bibliothèque idéale, j'ai reçu la contribution de Joachim. Alors, Joachim ou Joachim, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Vous savez, je ne regarde jamais les vidéos avant, donc peut-être qu'il va nous le dire en tout début de vidéo comment on le prononce. Je crois qu'on m'avait expliqué un jour qu'en fonction de la situation géographique des régions en France, ça se dit soit Joachim, soit Joachim. Et je crois que dans le sud de la France, on dit Joachim, alors que dans le nord, plutôt Joachim. C'est un jour un des descendants de la famille de Joachim Murat, justement, un maréchal de Napoléon. Il m'avait expliqué ça. Alors là, je ne sais pas du tout si on dit Joachim, Joachim ou peut-être Joachim. Il y a peut-être d'autres prononciations possibles. On va de suite le savoir. On va lancer la vidéo de Joachim ou Joachim, je ne sais pas. Et puis on va découvrir de suite sa bibliothèque idéale. Je suis content parce que, vous voyez, là, c'est un abonné. Il n'a pas de chaîne YouTube, il n'a pas de compte Instagram. Et pourtant, en passionné de lecture, en abonné, il m'envoie sa vidéo. Et si vous voulez le faire également, n'hésitez pas à me l'envoyer, votre bibliothèque idéale, par mail, par WeTransfer. On se débrouille pour l'envoi. Il n'y a pas de problème pour l'aspect technique. Faites-le, franchement, ça me fera énormément plaisir de découvrir vos bibliothèques idéales. C'est 20 livres, pas tous qui vous ont plu, hein, vous allez le voir avec certaines questions, mais 20 livres qui permettent également de refaire un peu le fil de sa vie de lecteur ou de lectrice. Allez, c'est parti pour la bibliothèque idéale de Joachim. Ou Joachim, on ne sait toujours pas. Salut Adrien. Déjà je voulais te féliciter pour tes vidéos qui sont toujours intéressantes à regarder, à suivre. Notamment ta dernière initiative de ta bibliothèque idéale en 20 livres, qui est un peu un instrument de torture, hein, parce que je t'avoue qu'il y a des fois c'était compliqué de répondre, de choisir qu'un seul. Et j'ai envoyé le questionnaire à plusieurs personnes de ma famille, de mes connaissances, donc c'était vraiment une bonne idée, ça les a un peu torturés aussi. Donc voilà. Il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Il y a des livres que je vais parler que je n'ai pas. Donc je sais pas si. Enfin, je sais pas si c'est toi qui fais le travail de les mettre là parce que je ne sais pas le faire. Je suis une catastrophe. Je sais que je suis catastrophique en informatique, donc je ne sais pas comment on fait ça, comment on affiche les bouquins. Donc voilà, il y a des livres que j'aurais pas, mais de toute façon je cite l'auteur, je cite le livre, donc je pense que j'espère que c'est suffisant en tout cas. Bon, bah, alors déjà, merci pour ces compliments, c'est très gentil. Et oui, c'est vrai que c'est parfois un instrument de torture que de devoir répondre à certaines questions. Alors, il y en a qui répondent plusieurs titres, d'autres qui ne répondent pas carrément à certaines questions. Voilà, vous avez toute liberté pour vous accaparer de cette bibliothèque idéale comme vous le souhaitez. Et puis, quant à ce qu'il dit par rapport au montage, alors vous savez, moi je suis un peu spécialiste du montage. Parfois, je marche dans la rue, on dit ah, c'est le monteur. Ouais, oui, c'est moi. Oui, parce que je sais mettre effectivement. Non, mais j'ai appris petit à petit. Au début, moi non plus, j'étais catastrophique. Et puis, il fallait bien se lancer, il fallait bien un peu améliorer les vidéos, donc en ajoutant des images. Donc, je vais le faire, pas de problème, je le fais. Et ça aussi, si vous aussi, vous vous dites, bah, niveau technique, je suis très mauvais, il n'y a pas de problème. Vous avez juste allumé votre téléphone, vous vous filmez pendant 20 minutes, vous parlez, après vous rappuyez sur le bouton stop, et puis vous me l'envoyez, et puis voilà, c'est très simple. Moi, après, je m'occupe de tout ce qui est partie montage. Donc, c'est parti donc pour la première question. Donc, il nous a pas répondu. Alors, moi, je vais dire Joachim. Voilà. Et j'espère que je ne me trompe pas. Alors, je vais dire une fois sur deux. Une fois Joachim, une fois Joachim. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de débat et toute la France sera heureuse. Allez, première question, vous en souvenez tous. Quel est votre roman français préféré ? Donc on va commencer tout de suite. Donc ta première question, c'est votre roman français préféré. J'ai longtemps hésité, mais je vais choisir Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui est un assez gros pavé, hein, qui fait presque 1000 pages, qui est même un gros pavé. Hein. On suit c'est l'histoire d'un officier SS allemand. On va suivre, donc ça parle principalement de la Shoah, mais pas que, ça parle aussi de sa vie privée à cet officier. Et donc du coup, ça va nous expliquer le génocide des Juifs, hein, qui a été, mais surtout, alors ce qui se passe dans les camps, mais aussi ce qui se passe en dehors des camps. Ça parle pas que des camps, ça parle aussi des réunions que les nazis ont eues entre eux, comment ils ont parlé, comment ils ont organisé. Et donc historiquement, c'est un côté très intéressant parce qu'on a un peu, si tu veux, l'arrière-plan de tout ça. Et on a aussi, à travers ce personnage, on se rend compte qu'il y a des personnes, je mets des guillemets, ordinaires à la base, qui se sont fait endoctriner, qui ont fait des choses absolument horribles. Et donc notamment cet officier SS, qui en plus a une vie de famille bizarre, donc vraiment il n'y a aucun repos. Mais c'est très très bien écrit, vraiment c'est une des meilleures écritures que j'ai lues jusque-là.
Et puis c'est très intéressant, les personnages, c'est fictif, hein, c'est pas un vrai, il n'a pas existé cet officier SS là, donc c'est vraiment un personnage. Les personnages sont horribles évidemment, mais sont à la fois extrêmement intéressants parce qu'on sent qu'il y a une vraie recherche historique derrière. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est dur, c'est très bien écrit, mais c'est vraiment un bouquin qui m'a marqué toute ma vie au fait. Donc c'est aussi ça aussi préféré, c'est que celui qui va vous marquer, qui va vous laisser des traces aussi. Et je pense que c'est le bouquin que je me souviens le plus, alors que j'ai lu il y a vraiment au moins 10 ans. Donc voilà. Et il est bon, hein. Il est bon, Georges Chien. Il donne envie, hein, parce que moi, je l'ai, ce livre. Il se trouve que je l'ai là. Alors, je vais vous l'afficher avec le montage. Ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Mais regardez, pour vous montrer le pavé que c'est. C'est vraiment une grande édition de chez Gallimard. Et regardez le pavé. Alors, on est à plus de 900 pages. Donc, effectivement, sacré pavé. Et je ne l'ai jamais lu. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres. J'étais tellement heureux parce qu'on m'en parle très souvent de ce livre. Lorsque je l'ai vu en boîte à livres, j'étais très content. Je l'ai pris de suite et je me suis dit, il va falloir vraiment que je le lise un jour. On m'en a d'ailleurs parlé ce matin. Vous voyez, c'est marrant. Au moment où je fais la vidéo, ce matin même, on m'a de nouveau conseillé ce livre. Donc c'est un livre indispensable, a priori, au moins à lire. Il y en a qui le détestent, qui n'ont pas aimé, qui ont vraiment été horrifiés par ce livre. Au moins à essayer. Il est rarement cité dans ces vidéos bibliothèque idéale. Donc c'est bien aussi quand il y a des nouveaux livres, quand il y a des livres qui n'ont jamais été évoqués, qui sont cités. Allez, deuxième question. On est un peu... On fait les malins parce qu'au début, on s'en souvient bien. Quel est votre roman étranger préféré? Jonathan Litton est franco-américain. Donc c'est à la fois français qu'américain, mais ça compte. Donc c'est bon. Allez, c'est parti. Pour votre roman étranger préféré, j'ai choisi, celui-là je l'ai, je peux vous le montrer, j'espère qu'on va le voir, je ne sais pas si on va bien le voir. C'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar, qui est qui n'est pas traduit, il a écrit en français, donc c'est un roman francophone, mais c'est un auteur sénégalais, donc je pense que je rentre dans la question. Donc c'est fantastique, c'est le prix Goncourt 2021 si je dis pas de bêtises. Il y a des prix Goncourt, enfin les prix Goncourt se vendent toujours plutôt bien, mais il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres. Et j'ai l'impression que c'est un prix Goncourt que tout le monde ne connaît pas vraiment. Il y a des fois quand j'en parle, les gens ne connaissent pas. Et ce qui n'est pas du tout un tort, hein, mais prix Goncourt, on pourrait s'attendre que ce soit très connu, mais au fait, je ne sais pas s'il est si connu que ça. Mais c'est fantastique. C'est vraiment un roman. Je pense, si je devais choisir une écriture qui m'a le plus frappé. Enfin, c'est la meilleure écriture peut-être que j'ai eue dans ma vie. C'est fantastique, c'est fantastiquement écrit. Ça parle de tout. Ça parle de la colonisation. Ça parle du sexe, de l'amour. Ça parle. Enfin, et tout ça. En fait, moi j'aime bien les bouquins comme ça qui parlent vraiment de beaucoup de choses. Avec une écriture fantastique. Et alors, il y a une histoire, c'est quand même un manuscrit qui détiendrait une vérité absolue. C'est-à-dire que celui qui lirait ce livre aurait ce livre en cette possession. S'il le lit, il s'élève par rapport aux autres. Il détient une sorte de savoir absolu. Donc c'est un livre un peu mythique comme ça que les gens essayent de s'acquérir, dont le narrateur, et qui va, à travers cette quête-là, parler de sa famille, enfin des femmes qu'il a connues dans sa vie. Enfin, c'est dur en fait à résumer parce que c'est immense. On voyage aussi, ça se passe dans plusieurs pays, et c'est aussi un hommage à la littérature fantastique. Moi en fait j'aime bien les livres qui parlent de livres, c'est mon côté un peu gourmand. Quand je mange, je parle de nourriture, et quand je bois un vin, je parle d'un autre vin. Donc c'est mon côté peut-être gourmand, mais j'adore les bouquins qui parlent de livres en fait, tout simplement. Donc c'est très bien écrit. Je vais essayer de faire court parce que j'ai été un peu long je vais être plus rapide après. Mais vraiment ce bouquin est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup sa façon de parler des livres, très authentique. Et c'est ça que j'aime bien avec Joachim Chien, c'est qu'il est très authentique et on le sent honnête lorsqu'il parle avec ses mots. Il essaye pas de se donner un genre, il essaye pas de faire le critique littéraire. Non, il parle avec ses mots de manière authentique. C'est très agréable, c'est très très agréable de l'écouter parler. Et il est convaincant parce qu'il se trouve que ce prix Goncourt, forcément, on en a tous entendu parler. Alors, je crois qu'il a raison. Je crois que c'est en 2021, parce que c'était vraiment l'année où je lançais les mémoires d'Adrien, et je me souviens que j'avais suivi un peu de près, mais pas non plus trop, le prix Goncourt cette année-là, et c'était bien lui. Donc, mais je sais pas, je m'étais pas lancé dedans parce que bon, je lis pas automatiquement les prix Goncourt, loin de là, pas du tout quelque chose derrière lequel je cours, mais je Goncourt. Celle-là, elle est mauvaise. mais faut le dire aussi. Hein. Enfin, je veux dire, quand de suite après l'avoir faite,
on trouve notre blague mauvaise, c'est que vraiment, elle est catastrophique. Parce qu'en général, celui qui fait la blague, au moins il en rit, quoi. Là, ça m'a même pas fait rire. C'est mauvais, c'est juste mauvais. Voilà. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, dirait Louis de Funès. Donc, non, là, il m'a donné franchement bien envie de l'essayer. Donc, j'essaierai. Je l'ai pas, mais si je le trouve en médiathèque ou si je le trouve en occasion, j'essaierai. La plus secrte mémoire des hommes. Donc, 2 titres pour l'instant qui n'ont jamais été évoqués dans ces vidéos de la bibliothèque idéale. C'est bien, c'est chouette, ça démarre bien. Allez, on continue. 3e question. On se souvient aussi le cadeau qui vous a le plus touché. Cadeau littéraire, j'entends évidemment. Le cadeau qui vous a le plus touché. Alors, je sais pas si on le voit bien là. C'est Avant Adam de Jack London, qui est assez joli d'ailleurs. C'est mon ami qui me l'a offert. Et au fait, elle m'en a offert d'autres, mais je n'ai pas lu celui-là encore d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu les autres, mais pas celui-là. Et en fait, c'est mon bouquin préféré. Bon, c'est un peu égocentré, hein, c'est un peu intime, mais c'est parce qu'elle m'a écrit un poème à la fin du bouquin. Donc, forcément, ça m'a touché. Donc c'est le cadeau qui m'a le plus ému, on va dire. C'est génial. C'est génial. On vous offre un cadeau, un livre. Déjà, le livre, il est beau. Jack London, il est bon. Et en plus, on vous écrit un petit poème à l'intérieur du livre. Là, je veux dire, là, le cadeau, il était automatiquement choisi pour être le livre qui vous a le plus touché, évidemment. Enfin, je veux dire, on le saurait en moins. Donc, très très bon choix, très beau et très très belle anecdote que nous a délivré Joachim. Allez, prochaine question, votre biographie préférée. Alors, je ne lis pas vraiment de biographie, mais je pense que c'est ce qui va se rapprocher le plus. Donc, c'est un livre de Laurent Sextig qui raconte les derniers jours de Stefan Zweig. Je ne sais pas si je le prononce bien, Zweig, parce que d'ailleurs, c'est un de mes écrivains que j'adore, mais je ne sais pas si je prononce bien son nom. En fait, tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le prononcent différemment. Donc, ça raconte ces derniers jours de Stefan Zweig, qui d'ailleurs a fait des biographies fantastiques à ce qui paraît. Donc, c'est assez intéressant. C'est ce qui rapproche le plus d'une biographie, je pense, dans ce que j'ai lu. Donc ça va, je crois qu'il a immigré au Brésil ou en Argentine, enfin en Amérique du Sud lors de ces derniers jours, et ça raconte un peu ces derniers jours qui sont d'ailleurs une fin. Bon, je vous raconte pas la fin, mais c'est très émouvant. Je l'ai pas mis dans les livres qui m'a fait pleurer, mais il m'a ému celui-là aussi. Donc voilà, c'est ce qui se rapproche le plus, je pense, d'une biographie dans ce que j'ai lu. Hop, voilà, c'est bon, je suis arrivé à temps, parce que j'étais en Autriche là pour vérifier la prononciation. Apparemment, d'après eux, c'est Stefan Zweig, mais les Autrichiens à qui j'ai demandé déjà n'étaient même pas sûrs de ce que je leur demandais. Je suis pas sûr d'avoir bien compris depuis que j'arrive et tout. Je veux dire, avec l'avion décalage horaire, tout. Je me soucie de décalage horaire, mais voilà, je suis pas sûr d'avoir bien retenu. Est-ce qu'ils ont vraiment compris de qui je parlais? Je ne sais pas, mais moi on m'a dit Stefan Zweig. Bon, écoutez. On va partir sur ça et on va partir sur un excellent livre que nous propose Joachim. Honnêtement, je ne l'ai jamais lu, je ne le connaissais pas. Je crois que j'en ai entendu parler, mais il y a eu pas mal de livres comme ça sur Zweig et sur ces derniers jours. Et effectivement, oui, il était parti au Brésil avant de se suicider vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et son tout dernier livre qu'il avait écrit, d'ailleurs, était un de ses grands chefs-d'œuvre selon moi, qui s'appelle Le Joueur d'échecs. Donc je me le note, celui-ci. On ne l'avait jamais cité non plus ici. Donc c'est bien. Voilà. Excellent choix. Allez, on va partir maintenant à la prochaine question. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Il y a l'Autriche et tout. Ensuite, question 6. Le roman qui vous a fait pleurer. Alors, j'ai jamais pleuré vraiment devant un roman, mais là, j'avais les larmes à l'œil quand même. C'est Je ne veux pas de Eva Haggard, qui est une autrice danoise, qui parle. C'est une femme qui se réveille un matin et qui se souvient juste de cette phrase, Je ne veux pas, qu'elle a dit ça plusieurs fois la veille. Et elle comprend qu'elle s'est fait agresser sexuellement lors de cette soirée de la veille. Mais comme elle a beaucoup bu, c'était en boîte, je crois, enfin, elle est sortie en discothèque, elle a beaucoup bu, donc elle se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé. Mais c'est juste elle se souvient qu'elle a été abusée sexuellement. Elle a des flashs comme ça. Donc elle va essayer de remonter au fait, de savoir ce qui s'est passé. En plus, c'est un personnage qui est très émouvant parce que c'est une jeune maman, donc son nouveau-né lui prend beaucoup de temps et c'était un peu la soirée, cette fameuse soirée où tout a dégénéré. C'était un peu la soirée où elle retrouve un peu sa jeunesse, elle sort avec sa copine, donc on est content pour elle et puis il se passe ça, donc du coup on est dégoûté pour elle quoi. Et puis les autres personnages, donc son mari, sa famille, comment ils réagissent, elle-même comment elle réagit, c'est très émouvant, c'est très pudique bizarrement. C'est vraiment, il y a beaucoup de pudeur et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que c'est pas larmoyant. Des fois, tu sais, il y a des auteurs, on a l'impression qu'ils sont là derrière, allez, tu vas pleurer, ils veulent absolument procurer une émotion énorme. Alors que là, c'est fait avec beaucoup de pudeur et justement, c'est ça qui est très émouvant. Donc voilà, j'ai choisi celui-là.
J'aime bien parce que lorsque Joachim nous parle comme ça de ses livres, je le redis, mais on a vraiment l'impression de parler comme ça avec quelqu'un qu'on croise dans une librairie ou dans une bibliothèque et avec qui on échange naturellement de littérature. J'aime beaucoup sa façon de parler des livres. Et voilà, là aussi, un peu comme Arnaud, vous savez, récemment, qui avait fait sa bibliothèque idéale, comme Camille également, il y a pas si longtemps que ça. C'est des gens comme ça avec qui on a l'impression voilà, d'être au café et d'échanger sur la littérature. C'est chouette. Et franchement, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de bibliothèque idéale, à chaque fois, les gens sont apparus sympathiques et on voyait qu'ils avaient une véritable passion. Et encore une fois, s'ils acceptent de se plier à ce format, c'est qu'ils ont cette passion pour la littérature et c'est pour ça que j'aime énormément ce format. Écoutez, a priori, je ne connaissais pas du tout ce roman, mais il a quand même, vous voyez, ce don, ce talent, cette passion. Et moi, en fait, j'aime bien quand les gens nous transmettent leur passion. Et je serais capable de tout découvrir à partir du moment où je vois quelqu'un en parler ainsi, avec des étoiles dans les yeux, avec voilà, ce petit quelque chose qui fait que ça les a transcendés à un moment donné, et j'ai envie de comprendre, et ça me donne envie d'essayer de connaître ça aussi, puis ensuite de le transmettre à mon tour. Je vis autour de cette passion, j'adore ça. Donc c'est pour ça que je le trouve très bon, et c'est pour ça que j'aime beaucoup sa bibliothèque idéale pour l'instant, c'est parce qu'on a des titres originaux, des titres tout à fait personnels, pas les titres forcément les plus connus de la littérature, même s'il en a cité quand même un ou deux des très connus, mais voilà des titres qui lui ont parlé, des titres qui l'ont touché et qui sont sa bibliothèque idéale. Et ça, j'adore. Donc, on va continuer. Prochaine question que j'ai oubliée. Donc, on va découvrir ensemble la prochaine question. Un livre que vous avez détesté, alors il y en a beaucoup. J'ai plus aimé de livres que détesté, forcément, largement, heureusement. Mais bon, je lis depuis que j'ai 7-8 ans, donc forcément des déceptions, il y en a eu. Je vais en prendre deux, je vais un peu tricher, parce qu'au fait, ça a eu un peu les mêmes conséquences. C'est pour le même motif, et il y a eu des conséquences un peu similaires après. Alors, c'est Les pauvres gens de Dostoïevski et La vallée des rubis de Joseph Kessel. Je l'ai celui-là. Bon, c'est un peu curieux de montrer un livre que j'ai pas aimé, mais et au fait, on s'ennuie. On s'ennuie dans les deux, donc dans Les pauvres gens de Dostoïevski, je suis désolé, et La vallée des rubis de Joseph Kessel, on s'ennuie au fait. Et c'est de l'ennui. Je sais pas forcément. Il peut se passer pas grand chose dans un livre, ça me dérange pas forcément si c'est bien écrit, s'il y a des belles descriptions, si ça prête à la réflexion. Je suis pas quelqu'un où faut forcément qu'il se passe plein de choses dans le roman. Mais là, c'est vraiment de l'ennui ennuyeux. Il ne se passe rien. La vallée de rubis, on va dans des mines de diamants, il nous explique pendant des pages, comme ça, enfin, ça m'a pas du tout intéressé. Les pauvres gens, c'est une histoire d'amour un peu épistolaire, c'est ennuyeux, il se passe rien. Enfin, vraiment, j'ai pas. Et en fait, les conséquences, c'est que je n'ai pas lu d'autres livres de ces auteurs. Ça m'a un peu bloqué, c'est les premiers livres que j'ai lus d'eux. Et du coup, je sais que je dois lire Le Lion, je sais que je dois lire Les Frères Karamazov, enfin, je sais tout ça. Mais ces deux auteurs-là, bah, du coup, j'en ai pas lu d'autres. Ça m'a un peu freiné, surtout que quand tu sais qu'ils écrivent des bouquins qui sont parfois. Par exemple, Les Frères Karamazov, c'est plus de 1000 pages. Donc, quand t'as pas aimé un bouquin du même auteur de 100 pages, t'es un peu réticent à aller vers celui de 1000 pages, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux bouquins, c'était d'un ennui mortel. Oui, et ça rejoint, encore une fois, quelque chose que je disais dans ma vidéo sur les conseils pour lire davantage. Il faut pas se forcer, en fait. Alors, il faut pas se forcer. Il a pas aimé, il s'est ennuyé, il a le droit de le dire. Il s'est ennuyé devant Dostoïevski. Eh ben oui, mais c'est bien, c'est son avis. Il en a tout à fait le droit. Et lorsqu'il dit je dois lire Les Frères Karamazov, non, t'es pas obligé, Joachim. T'as pas aimé Les pauvres gens, si t'as pas trop le style Dostoïevski. Moi, j'aime pas forcément Tolstoï, je le dis. Je me fais parfois un peu accabler parce que j'aime pas Tolstoï. J'aime pas Tolstoï. Guerre épée, pour moi, est un peu surcoté. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je reconnais les qualités de Guerre épée, mais de là en faire un si grand chef-d'œuvre, moi, je trouve pas. Je le dis. Et Dostoïevski, t'as le droit de le dire. Kessel, alors là, par contre, je pourrais conseiller celui que je lis actuellement, qui est bouleversant. Je pense que Joachim il aimera parce que au vu de ce qu'il a dit jusqu'alors, je pense que si tu lis Joachim, si tu lis L'Armée des Ombres que je lis actuellement, ça va te bouleverser autant que moi c'est en train de me bouleverser. Je suis en train de vivre une des lectures les plus marquantes de toute ma vie. Honnêtement, j'ai pas peur de dire les mots. Et encore une fois, il y a tellement d'auteurs comme ça qui nous sont proposés. C'est pas parce qu'il faut faire plaisir à certaines personnes, et là je pense à certaines personnes qui ont commenté ma vidéo sur les conseils pour lire davantage, certaines personnes qui sont arrivées avec un petit peu avec leur snobisme, leur élitisme, les choses que je dénonce tout le temps. Ben voilà, on a eu l'exemple parfait dans les commentaires des gens qui veulent se permettre d'arriver, de donner des leçons et d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qu'il y a certaines conditions dans lesquelles il faut pas lire parce que c'est pas ça la littérature, c'est pas la respecter.
voyez, ces gens-là, ils font beaucoup plus de mal à la littérature qu'ils ne le croient, avec leur snobisme et leur élitisme. Et Joachim, s'il n'a pas envie de lire Dostoïevski, il ne faut pas se forcer. Il y a tellement d'autres auteurs à découvrir, tellement d'autres auteurs absolument extraordinaires. Si je peux t'en conseiller un, Crime et Châtiment, essayez, et puis voir si ça te plaît. Si ça te plaît pas, honnêtement, faut pas aller vers les autres. Encore une fois, on n'est pas destiné à tout aimer parce que la plupart des gens disent que c'est bien. Non, il faut aimer ce qui nous plaît. Et il faut pas se forcer. Donc c'est bien, je trouve ça très très bien que Arnaud ait choisi ces deux auteurs-là pour le livre qu'il a le plus détesté, parce que ça me permet de revenir sur ce sujet, et ça me permet de le redire, parce qu'il y a trop de gens qui sont complexés, ou qui n'osent pas dire ce qu'ils lisent, ou ce qu'ils n'aiment pas lire, ou ce qu'ils aiment lire, parce que il y a une sorte de masse de gens qui vont venir leur expliquer ce qu'il faut absolument lire, ce qu'il faut absolument détester, ce qu'il faut absolument mépriser. Moi, je m'en contrefiche de ça. Et honnêtement, c'est vraiment le message que j'aimerais que vous reteniez de toute l'histoire de cette chaîne YouTube le jour où elle ne sera plus là. J'espère que vous retiendrez ça de cette chaîne YouTube. On s'en contrefiche de ce que pensent les gens, de ce que nous lisons, de ce que nous n'aimons pas. Ensuite, la pièce de théâtre préférée. Alors la question pour moi, du coup, c'était... Enfin, la réponse, c'était Jean-Paul Sartre. Mais quel recueil de Jean-Paul Sartre? C'était ça, pour moi, le débat, il était là. Donc j'ai choisi Huis clos. Parce que pour moi, Jean-Paul Sartre, c'est vraiment le meilleur dans ce domaine-là. J'ai choisi Huis clos, j'aurais pu en choisir d'autres, j'en ai d'autres. J'ai pas celui-là, donc, mais c'était très bien. Je vais pas m'attarder plus, parce que j'ai pas envie d'être trop long. J'espère que je suis pas trop long d'ailleurs depuis tout à l'heure. Je suis un peu désolé si je prends trop de temps. Je vais essayer de passer assez vite sur certaines questions. Donc voilà, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Encore une fois, il n'y a pas de limite de temps. Si Joachim il a envie de passer même 10 minutes sur un livre, qu'il le fasse. Et c'est ça l'avantage d'être sur YouTube, c'est que si on a envie de faire une vidéo de 3 heures, on fait une vidéo de 3 heures. Une vidéo de 10 minutes, on fait une vidéo de 10 minutes. Ne vous fixez pas de limites et ne vous limitez surtout pas dans l'explication que vous avez des livres que vous avez aimés ou pas aimés d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que moi Jean-Paul Sartre, j'aime beaucoup également son théâtre, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Là je me souviens très bien, après le théâtre, on va passer à la poésie. Pour le recueil de poésie que vous avez préféré, je ne lis pas du tout de poésie, donc ça va sembler curieux, mais je vais lire le seul recueil de poésie que j'ai lu dans ma vie. Je vais dire le seul... c'est le seul que j'ai lu au fait. Donc c'est Le Voyageur absent de Jean... J'ai même mis le nom là pour me souvenir, parce que je me souviens plus. Orizé, Jean Orizé, Le Voyageur absent. C'est un tout petit bouquin qui fait peut-être 50 pages. Et à l'époque, on n'arrêtait pas de me parler de poésie, tout ça, donc je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai commencé par un tout petit, en fait. Vraiment, je l'ai pris pour ça, parce qu'il était tout petit. Et je me suis dit, si ça me plaît pas, c'est que 50 pages, ça va aller très vite. Ça m'a pas fait grand-chose, donc voilà. Mais je crois que la poésie, je pense pas que c'est fait pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui m'atteint pas vraiment. Et quand je pense à la poésie, je pense à ce sketch des inconnus quand ils font le hard rock et qui leur concert de hard rock, leur chanson, le titre c'est Poésie. Et en fait, ils reprennent les paroles de l'invitation au voyage de Baudelaire. Ah, tous les cadres et beautés. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est sur YouTube, ça s'appelle Hard Rock, les inconnus Hard Rock. Et en fait, ils font un peu leur malin, etc. Mais au moment de chanter, ils reprennent l'invitation au voyage de Baudelaire. Luxe, calme et volupté, redonne un sens à ta vie, en y mettant de la peau. Et tout le monde chante. Poésie. C'est génial. Ce sketch, il est extraordinaire. Et alors, pour la petite anecdote, lorsque je passais mon bac français, à ce moment-là, j'étais fan des Inconnus. J'avais reçu les cassettes VHS quelques années avant, donc je les regardais tout le temps. Donc ce sketch-là, évidemment, je l'avais en tête. Et arrive le moment de choisir, de tirer au sort le texte que je vais avoir pour l'oral de français. Et là, je tombe sur l'invitation au voyage de Baudelaire. Alors, j'ai forcément un petit rire. Ça m'a fait penser aux Inconnus. Et en fait, pendant au moins la moitié de ma préparation de l'oral, je me refaisais le sketch des Inconnus sur le brouillon. Donc en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, merde, c'est vrai que j'ai le brouillon à faire. Moi, j'ai quasiment pas fait de brouillon. Et bien, un peu comme ici, en fait. C'était pareil pour mes oraux. Mes brouillons étaient quasiment vides. Donc j'ai arrivé devant l'examinateur ou l'examinatrice et j'avais quasiment rien noté. Alors c'était tout ensuite à l'improvisation avec ses qualités et ses défauts de l'improvisation, un peu comme quand je fais mes vidéos. Et je suis arrivé, j'étais parti. Puis j'ai eu une excellente note. J'ai quand même eu une très très bonne note parce que j'adorais ce poème, j'adorais Baudelaire, donc je connaissais plein de choses sur lui. Mais voilà, la petite anecdote des Inconnus, quoi. J'adore. Le livre qui vous a fait le plus rire, alors j'ai choisi une BD, c'est Léonard le Génie. J'ai oublié l'auteur, je suis vraiment désolé, l'illustrateur aussi. Alors que pourtant je les lis tout le temps. Mais c'est une saga, donc c'est un génie. C'est vraiment drôlissime. C'est un génie avec un disciple qui est empoté comme pas possible. Et le génie est tyrannique, il lui fait faire n'importe quoi. Et c'est la seule saga où vraiment j'ai
pas juste souri, j'ai explosé de rire. Vraiment, j'étais plié. J'ai eu des fous rires. Donc voilà, je choisis ça sans hésiter. C'est génial. Oh mon Dieu, que j'adore. J'adore, je suis content que cette série soit citée. Mon Dieu, c'est génial. Voilà, Joachim, il assume totalement d'arriver à nous citer cette série de bande dessinée que j'adore. Ouais, moi, je la trouve extraordinaire. Je serais capable aujourd'hui de les réemprunter à la médiathèque et de les lire tellement ça me fait rire. Évidemment, c'est emprunté à Léonard de Vinci et son disciple, effectivement, un peu maigre. Là, je vois très bien à quoi il ressemble. Bah, je vais vous mettre des images là, des couvertures de cette bande dessinée. Je me souviens, à la bibliothèque de ma ville, lorsque j'étais plus jeune, ado, je les empruntais tout le temps et j'adorais, je pouvais pas m'en passer. Ça me faisait extrêmement rire. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça me ferait beaucoup rire. Donc oui, là je fais un gros oui pour cette série de bandes dessinées. Merci, voilà, merci de l'avoir cité. Pour le bouquin qui vous a fait le plus lire, je sais pas si c'était en termes de pages ou dans le sens ce qui vous a fait le plus lire par la suite. Mais de toute façon, pour moi, c'est le même, je pense. Donc, c'est la saga La guerre des clans de Erin Hunter, qui, je tiens à le préciser, est un collectif d'auteurs. J'ai appris ça il y a 6 mois. J'ai commencé à lire La guerre des clans, j'avais peut-être 8 ans, et j'ai appris qu'il y a 6 mois que c'était un collectif d'auteurs, en fait, Erin Hunter. Il y a des Anglais, des Canadiens, il y a peut-être des Américains, peut-être même des Français, je sais plus trop. Et donc, ils ont coécrit ça, cette saga fantastique qui. En fait, c'est en lisant cette saga, c'est pas les premiers romans que j'ai lus, mais c'est en lisant cette saga que je me suis dit, ok, la lecture, c'est pas un passe-temps passager, c'est pas une petite passion que des fois qu'on a quand on est jeune, comme ça, qui dure 6 mois, 1 an, et puis après ça s'arrête, on passe à autre chose. Je vais lire toute ma vie. Je l'ai compris en lisant ça, je me suis dit, là, c'est une passion qui restera. C'est trop fantastique de lire. Et je l'ai vraiment compris au fur et à mesure de cette saga. Bah, c'est ça, c'est exactement ça la question. C'est bon, vous pouvez l'entendre également comme le plus grand nombre de pages, mais voilà, est-ce qu'il y a un livre qui ensuite vous a fait dire, bah, en fait, mais la littérature, c'est tellement génial. Ça vous a donné plein d'idées de lecture à droite, à gauche, ou alors un livre qui vous a ouvert tout un univers. Voilà, un livre qui a été le déclencheur de cette passion pour la lecture. Un livre qui vraiment, dans votre esprit, dans votre souvenir, vous en souvenez comme, ah oui, après celui-ci, j'avais envie presque de tout lire. Voilà. Et moi, j'en ai eu, et je me souvenais de ma bibliothèque idéale. Et là, clairement, il rentre dans les clous avec sa réponse, oui. Ensuite, je retourne ma petite feuille parce que j'ai noté les questions pour pas oublier. Votre roman historique préféré? Alors, celui-là, je l'ai aussi. C'est Convoi pour Samarcande de Gouzel Yakina. J'en ai d'autres. Hein. J'ai Zuleika ouvre les yeux, j'ai Les enfants de la violence de la même autrice, qui est une de mes autrices préférées. Mais j'ai pris celui-là parce que le livre, vous voyez, il est vraiment beau. Mais je pense que Zuleika ouvre les yeux est encore meilleur. Mais de toute façon, tous ces romans sont géniaux. Là, ça se passe dans les années 20, en URSS, qui est vraiment qui traverse une crise de famine terrible. Et du coup, ils ont l'idée pour les enfants en bas âge, je sais pas, ils ont entre 6 et 15 ans, je crois, de les envoyer vers l'est du pays qui se porte mieux, apparemment, économiquement. Bon, ça m'a un peu surpris l'idée, mais à ce qui paraît, il y avait des convois qui se déplaçaient comme ça, donc on mettait des enfants dans des trains et on les envoyait à l'est du pays pour qu'ils aient un peu une meilleure vie. Ça part de Kazan et ça finit donc à Samarcande. Et c'est vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Donc il y a un personnage, donc le chef du convoi qui s'appelle Dave, qui est un personnage avec une combativité exceptionnelle. Vraiment, c'est un des personnages qui m'a le plus marqué. Mais de toute façon, dans les livres de Gouzel Yakina, tous ces personnages restent en tête. Ils ne partent pas. Ils restent dans l'esprit. Et donc il va se battre, il va s'arrêter dans les villages pour essayer de trouver la nourriture, pour essayer de maintenir les enfants en vie, parce que là on a ce niveau-là, c'est pour que les enfants survivent. Donc c'est une question de vie et de mort. Vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, ils n'ont pas de moyens, donc ils envoient un train, on ne sait pas quand est-ce qu'il part, on ne sait pas combien de temps il va mettre, des fois il s'arrête, il y a des pannes, ils s'arrêtent dans la forêt pour essayer de trouver quelque chose à manger. Ils sont je ne sais plus combien de gamins, mais je crois qu'ils sont presque une centaine. Donc c'est vraiment c'est passionnant, historiquement ça explique très bien l'époque. Et c'est fantastique. Faut vraiment lisez Gouzel Yakina, c'est incroyable. Je connais pas du tout, donc une belle découverte là encore une fois que nous permet Joachim. Donc je vais aller me renseigner aussitôt la vidéo tournée. Là. Mon premier roman, je vais mettre la saga Chair de poule.
parce que je sais pas si c'est vraiment le tout premier, mais c'est dans les premiers, et c'est ceux qui m'ont vraiment marqué aussi. Donc Dustin, l'auteur, c'est ça, je crois. Et voilà, donc voilà. Je vais pas être plus long. En général, les gens connaissent de toute façon, donc voilà, j'ai pas été très original, mais c'est la vérité, donc voilà. Ensuite, votre premier choc avec un classique, je mettrais Le Hussard sur le toit de Jean Genot, qui d'ailleurs il y a eu un film. Si je trouve cet auteur Jean Genot vraiment fantastique, celui-là c'est pour moi c'est son chef-d'œuvre absolu, il est vraiment encore au-dessus des autres. Mais c'est le seul, enfin le seul pas du tout, c'est pas du tout le seul, mais c'est pour moi c'est le meilleur dans la description du monde paysan, mais pas que les paysages, vraiment la terre, la matière. Et le hussard sur le toit, ça parle un peu d'autre chose, mais pareil, il y a un des personnages, le médecin, enfin je vais pas raconter l'histoire parce que ça va être trop long, mais il y a un personnage qui m'a marqué à vie aussi. Donc Jean Genot, pour moi, il peut regarder les meilleurs droit dans les yeux. On ne le met pas souvent parmi les plus hauts, entre guillemets, mais pour moi, c'est vraiment un des meilleurs auteurs, au fait, vraiment. Et c'est un de mes bouquins de façon préférée, all time. Là, il est sur le toit du monde grâce à Joachim. Le hussard est sur le toit. Bon, voilà. Bon, celle-là, elle est quand même un peu meilleure que Goncourt de tout à l'heure. Bon, c'est quand même pas top. Moi, j'ai beaucoup aimé le hussard sur le toit de Giono aussi, donc je peux comprendre que ça dépend à quel âge on l'a lu ou pas, mais ça puisse être un véritable choc avec un classique. Et ce qu'on se dit, ouais, en effet, classique, c'est ça aussi. Je peux comprendre. Voilà. Moi, ça m'avait fait exactement pareil avec Bel Ami de Maupassant. Ça avait produit exactement cet effet-là. Et le soir sur le toit, je comprends parfaitement qu'il soit rentré dans cette catégorie pour Joachim. Ensuite, la BD ou le manga que vous préférez. Donc j'ai longtemps hésité aussi, mais je vais prendre. Ça va être un peu surprenant, mais je vais prendre Kid Paddle de Midam parce que, en fait, la BD, je lis des BD adultes aussi, hein. Enfin, c'est aussi pour les adultes, hein, Kid Paddle. La preuve, je les lis encore. Mais c'est vrai que la BD, ça a gardé un peu cette image pour moi. C'est pas du tout méprisant, hein, mais quand j'ai envie de rigoler ou c'est en fait le franco-belge. Je lis beaucoup de franco-belge en BD, donc j'ai lu plein de sagas comme ça avec Kid Paddle. C'est vraiment celle. L'idée, c'est vraiment une idée extrêmement originale. Donc ce gamin qui est fan de jeux vidéo. Son père qui comprend pas du tout ce qu'il fait, il a ses copains, ils vont dans des dans des salles d'arcade extrêmement vintage, et des fois il y a cette idée très originale d'être directement le personnage d'un jeu vidéo, et ça permute comme ça entre réalité et jeu vidéo. Enfin, l'idée est géniale, c'est très drôle en plus, donc vraiment c'est réussi. Je confirme. Moi, j'aime beaucoup également Kid Paddle, donc je comprends tout à fait son conseil. J'aimais beaucoup lorsque j'étais ado, c'est vrai que j'en lis beaucoup moins cela aujourd'hui. Et il y en avait une autre, une série un peu dérivée de Kid Paddle, qui était Game Over, où là, c'était carrément le personnage de son jeu vidéo qu'on suivait. Il n'y avait pas de parole, on le voyait juste, voilà, c'était un jeu vidéo, faire ses aventures, et c'était extrêmement drôle, très imaginatif. À chaque fois, plein de nouvelles idées, très innovant. Et franchement, voilà, un enfant qui débute un peu dans la lecture, il n'y a pas de parole encore une fois, c'est que des images, que des dessins. C'est très drôle, c'est très amusant, et on s'identifie même au personnage. Au moment où on va lui dire, mais arrête de te faire avoir à chaque fois. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque histoire, presque il meurt. On va lui dire, hé, tu veux pas un petit peu les voir les pièges? Sauf que bon, on fait les malins, mais 2 cases avant, on les voyait pas nous-mêmes. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, hein. Le roman qui vous a rendu fou, il est là. Je suis en train de le lire, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc deuxième tentative de ma vie pour la poésie. Je lis un poème par jour en fait. Je me suis dit voilà, t'es pas trop fan de poésie, donc lis-toi juste un petit poème par jour pour voir si t'aimes bien. Et ça me rend fou parce que ça ne me fait absolument rien. Je suis complètement hermétique, ça ne me touche pas. Je sais pas si je suis cinglé ou pas, parce que tout le monde me dit que c'est... voilà, je sais que j'ai un chef-d'œuvre dans les mains, hein, mais ça ne me fait rien. Je peux pas faire semblant, je vais pas dire que ça me plaît alors que ça ne me fait absolument rien. Donc je crois que la poésie, peut-être que je ferai un dernier essai avec un recueil de poésie plus contemporain. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça me... Enfin, je sais pas, mais ça ne me fait rien. Je ressens absolument rien, donc voilà. La poésie, c'est peut-être pas fait pour moi, tout simplement. Donc... Oui, ou peut-être la poésie en prose aussi de Baudelaire, que moi j'aime bien. Il a fait aussi de la poésie en prose, le Spleen de Paris, il y en a des très drôles, des percutants, donc mais je peux comprendre, encore une fois, je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas être touché par de la poésie, et moi-même, il y a beaucoup de poèmes qu'on me dit être des grands classiques, qui ne me touchent pas beaucoup, donc j'entends tout à fait. Donc il n'est pas cinglé, c'est juste qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Le bouquin qui vous a énervé.
Alors on voit pas bien le titre parce que c'est un peu effacé. C'est La soif de Joe Nesbo, qui est un auteur de polar que j'apprécie plutôt. Là, il a fait un bouquin, c'est un livre assez épais, il fait presque 800 pages. Et en fait, pendant 700 pages, c'est un très bon polar, c'est très bien écrit, les personnages, il y en a beaucoup, mais ils sont bien dispatchés, si j'ose dire. Donc on se perd pas, c'est un très bon polar en fait, c'est un très bon polar. Et les 50 dernières pages sont catastrophiques. Vraiment, il a fait une fin. En fait, on a l'impression qu'il en avait marre de son livre, qu'il savait pas comment finir et qu'il était peut-être déjà en train de penser au prochain livre qu'il allait écrire. Et il s'est dit, oh, ça me saoule, et puis il a fait une sorte de gribouillage pour la fin. Ça n'a ni queue ni tête. J'ai rigolé tellement que c'était ridicule. La fin est grotesque. Donc l'auteur te fait un polar fantastique pendant 700 pages. Donc toi, pendant 700 pages, t'es là, c'est haletant, tu tournes les pages, t'as envie de savoir la fin, et la fin est lamentable. J'ai déjà eu des fins décevantes, notamment dans les policiers, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Mais là, ça m'a énervé, j'ai fermé le livre et j'ai même attendu 2 semaines avant de lire les 20 dernières pages parce que c'était déjà en train de faire un massacre. Je savais que ça allait être un massacre qui allait continuer. Donc j'ai quand même lu pour dire, bon, bah, je vais pas laisser que 20 pages. Donc je l'ai lu, mais ça m'a énervé. J'ai fait, mais comment on peut le laisser? Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu, qui ont relu sa fin avant qu'il la publie? Je sais pas. Comme c'est un auteur un peu connu, peut-être qu'on vérifie. Il a une sorte de confiance de sa maison d'édition. On relit peut-être pas. Mais enfin, je trouve ça fou que des gens ont dit, oui, oui, c'était bien, c'est une bonne fin. Allez, publie ça. Je trouve ça fou. C'est nullissime. La fin est catastrophique. Donc bon. Mais si quelqu'un me dit est-ce que je devrais lire, je dis oui, lis-le, hein, tu vas passer un bon moment. Hein, mais la fin est nulle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est nul. Donc voilà. Il y a des fois des mangas comme ça, c'est pareil. Il y a pendant 15, 18, 20 tomes, c'est extraordinaire. Et puis le mangaka, je sais pas pourquoi, sur la fin, bon, il y a des fois aussi, c'est l'éditeur qui lui dit bon, ça se vend un peu moins, là, il faut accélérer la fin, il te reste plus que 2 tomes pour tout terminer. Oui, d'accord, mais j'avais prévu de faire ça en 20 tomes encore. Non, non, mais là c'est en 2, va falloir que tu achèves. Et donc parfois, il y a des mangas dont les fins sont très très mauvaises, catastrophiques, on dirait que ça va hyper vite parce que ben justement l'éditeur a un peu imposé au mangaka de terminer en 2 tomes ce qu'il avait prévu en 20. Mais il y a des fois, il y a des mangaka eux-mêmes qui en ont un peu marre et qui se disent à la fin, ouais, c'est bon, allez, j'en ai un peu ras-le-bol, je sais pas trop comment me dépatouiller de tout ce que j'ai mis en place depuis 15 tomes, allez hop 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 hop, c'est bon, allez c'est réglé comme ça. Et ça existe vraiment dans pas mal de mangas. C'est comme ça qu'on distingue les bons mangas des très bons mangas, des grands chefs-d'œuvre. Mais dans les romans, c'est encore plus grave, c'est-à-dire que là, l'auteur, il a aucune excuse. Il n'y a personne qui lui a imposé de finir comme ça, il n'y a personne qui... Alors, parfois, il y a des éditeurs, hein, mais je pense qu'en général, c'est souvent la grande responsabilité de l'auteur si ça se finit comme ça en queue de boudin ou de manière catastrophique. Donc je comprends très très bien ce qu'il veut dire. Et encore plus dans les policiers, ça c'est vrai. Parce que en fait le roman policier c'est typiquement le genre de truc où tu peux faire un truc, une intrigue hyper complexe, où tu te dis waouh, attends, s'il y a un fil conducteur qui relie tout ça, on est juste devant le plus grand livre de tous les temps. Et en général, ce fil conducteur, il n'arrive pas. Parce que c'est très facile d'ouvrir plein de tiroirs. Mais après, pour les refermer, que ça soit bien cohérent, bien reposé et tout, c'est plus compliqué. Un bouquin que je vais lire prochainement, c'est La plaisanterie de Milan Kundera, qui j'avais lu il y a longtemps, L'insoutenable légèreté de l'être, et là plus récemment Risible amour, que j'ai adoré. Donc je pense que c'est un auteur que de toute façon, la plupart du temps, je vais aimer ses bouquins. Donc à chaque fois, je le recule un peu parce que je me lance dans autre chose, je lis autre chose, mais cette année, je le lis. Voilà, je me suis fait la promesse, je le lis cette année, celui-là. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite, un livre qui mériterait d'être plus connu. Alors là, c'est pareil, il y en avait plein. Franchement, je pense que sans exagérer, j'aurais pu en mettre 100. Mais j'ai choisi Les pêcheurs de Chikosi Obioma, qui est un auteur nigérien. Et en fait, il en a fait. En fait, j'ai choisi lui parce que il y a plein d'auteurs où j'ai lu un bouquin et je me dis c'est génial, pourquoi c'est pas plus connu. Mais celui-là, tous ses bouquins sont super. Et donc, il a aussi écrit la prière des oiseaux, par exemple, qui était fantastique aussi. Donc, j'aimerais vraiment je pense pas qu'il est totalement inconnu, mais en général, quand j'en parle autour de moi, les gens connaissent pas. Donc, je pense il est quand même peu connu. Il y en a plein d'autres. Hein. J'ai pensé, par exemple, j'ai lu il y a récemment Carpath de Liliana Lazar, qui est une écrivaine franco-roumaine. C'était génial aussi. Elle est vraiment très peu connue, je crois, pour le coup. Mais lui, j'ai voulu le mettre vraiment en avant parce que je trouve qu'il est vraiment très, très, très bon. Et pour moi, c'est un peu c'est personnel, mais pour moi, il mériterait d'être vraiment plus connu, quoi. Je connais pas. Pour le coup, je connais pas, donc je me le note aussi, parce qu'en plus la thématique m'intéresse beaucoup. Donc ça c'est super. Voilà. Merci beaucoup Joachim. Alors là, franchement, super. Je suis très content. Donc je vais me le noter et me le procurer très rapidement. Ça c'est clair.
Ensuite, le bouquin offert par votre moitié, je crois que c'était ça. Mais du coup, moi, j'ai vu qu'on pouvait tricher un peu, donc je vais faire pour toute la famille. Je vais prendre un bouquin qui a été conseillé par ma mère. Pour la petite histoire, je vais essayer de faire très rapide parce que je sais que je suis presque à déjà 22 minutes. Désolé, c'est trop long. Mais au fait, quand j'étais petit, ma chambre, c'était la bibliothèque de la maison. Donc en fait, il y avait les étagères, les livres, et il y avait mon lit. Donc j'avais juste à faire ça pour. Donc c'est pas ma mère qui m'a fait lire, c'est plutôt un ami, mais c'est elle qui m'a rendu les livres accessibles et qui a fait que j'ai continué à lire. C'est plutôt ça. Et donc 90% de sa bibliothèque, c'est soit de la littérature française ou américaine. Elle est vraiment très axée sur elle adore la littérature américaine. Donc j'ai pris un auteur américain, c'est Le Prince des Marais de Pat Conroy, c'est celui où j'ai hésité avec votre roman étranger préféré. Hein. J'aurais pu mettre celui-là, ou même Le Grand Santini, qui est un autre de lui, qui est aussi fantastique. Et j'ai aussi Saison Noire, là, qui est là, que j'ai lu il y a peu, qui est peut-être pas à la même hauteur, mais qui est très bon aussi. Ça parle de basket. D'ailleurs, s'il y a des fans de basket, mais lisez Saison Noire de Pat Conroy. Hein. C'est vraiment des chapitres entiers où il décrit des matchs, presque en commentateur sportif, mais c'est haletant. Mais moi qui connais pas du tout le basket, et c'est peut-être le sport que je ne regarde jamais, j'ai adoré. Donc voilà. Mais voilà, Le Prince des Marais de Pat Conroy, pour moi, c'est son chef-d'œuvre absolu. Et ça, du coup, merci maman de me l'avoir conseillé parce que c'était vraiment. C'était incroyable. C'est un gros bouquin aussi, hein, ça fait presque 1000 pages. Mais c'était vraiment une très 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 bonne recommandation. Il faut que la mère de Joachim vienne faire sa bibliothèque idéale, ça va être génial. De la littérature américaine comme ça, à tire-larigot, ça va être extraordinaire. Je comprends très bien ce qu'il dit par rapport au basket. Ça m'intéresse bien de le lire, ce livre. Parce que moi, ça m'a fait pareil avec Slam Dunk, manga sur le basket. Je suis pas un grand fan de basket à la base. Et pourtant, Slam Dunk, c'est l'un des plus grands mangas de tous les temps. Pareil avec Touch de Mitsuru Adachi qui est sur le baseball. Alors, je déteste encore plus le baseball que j'ai jamais compris le baseball. Je comprends toujours pas. Mais le manga est juste topissime, quoi. Et c'est là qu'on a des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire qu'à partir de rien, alors je dis pas que le basket et le baseball c'est rien, hein, mais pour moi c'est rien. C'est-à-dire que c'est pas que c'est rien, c'est que pour moi ça ne me fait rien, a priori ça ne me touche pas et ça n'amorce même pas l'idée ni le commencement de quelque chose qui pourrait me dire que ça peut être intéressant. Et pourtant ils en ont fait des chefs-d'œuvre. Donc en fait le livre dont il parle, ça m'intéresse bien. Exactement pour la même raison que j'ai aimé Slam Dunk ou Touch. Voilà, j'ai fini, j'espère que c'était pas trop long. Désolé Adrien si tu trouves que c'est long, je me rends pas trop compte. Merci à toi pour tes vidéos et puis ça a été un plaisir de la faire pour moi et puis bonne continuation. Donc merci Joachim ou Joachim, encore une fois on n'aura pas eu la réponse, j'espère qu'il nous le dira en commentaire ou à la suite de cette vidéo. Ça a été un vrai plaisir de suivre tes commentaires, de t'écouter, tes analyses, ton authenticité, ton honnêteté, ta passion. Et lorsque tu parlais des livres évoqués, c'est exactement ça que j'avais en tête lorsque j'ai lancé ce défi de la bibliothèque idéale. Vous voir également, vous connaître mieux et voir que parfois derrière des abonnés, il y a également des immenses passionnés de littérature et si ça peut donner envie, si ça peut motiver certains qui hésitent encore parce qu'ils se disent moi j'ai pas trop l'habitude de faire ça, regardez, Joachim il a été parfait et pourtant il a parlé comme si qu'il était avec des amis autour d'un bon vin, d'une bière, du saucisson, une bonne tranche de fromage et il a parlé des livres qu'il aime. Et c'est ça qu'on veut ici. On n'est pas là pour analyser les figures de style dans un livre, on n'est pas là pour analyser, vous voyez, ce genre de choses. Non, on est là pour parler avec passion, authenticité. Et c'est comme ça, moi, je trouve qu'on donne envie de lire aux gens. Et pas en faisant décortiquer lettre après lettre, phrase après phrase. Ça a son intérêt. Je ne remets pas en cause, évidemment, cette méthode-là, mais je pense que c'est encore mieux lorsqu'on parle avec passion, lorsqu'on parle avec authenticité et lorsqu'on parle avec ses mots, finalement, des livres qu'on aime. Voilà, donc. Si vous aussi vous avez envie de participer à ce format de la bibliothèque idéale, n'hésitez pas à m'écrire mémoire-d'Adrien@outlook.fr. Tout est dans la description de cette vidéo. Les 20 questions aussi. Quant à vous, je vous dis prenez soin de vous, lisez des livres et à très très vite pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.